Collection 65. Un dessin de Chaval. Marcel Auclair. Banc d'essai. Les Parisiennes en province. Maurice Biraud et son jumeau. Une salle à manger pour 350 francs. Anne Philippe. Le couvert bien mis. Marie Laforêt. Du jaune. Ah, moi, je suis contente. Tu aimes le jaune? Il faut être brune. Pas mal. Berlinguissimo. C'est le même que le premier? Ah non, multicolore, celui-là. avec un tailleur marine. C'est du Dior, sûrement. Oui. Ah, c'est incrusté. Ce sont des bandes incrustées. Des spirales. Ça C'est doit- marine et blanc. C'est difficile à porter, non? Oui, faut être grande. Encore un turban. Encore des spirales, des Des diagonales. plis. C'est du cardin? Oui. Et ça, c'est un tissu en spirale. Ce sont des robes. Qu'est-ce qu'elle vient faire, celle-là? Ah, du mystère. Ça, c'est pour mon tailleur noir. Des chapeaux. Là, c'est de la soie, d'un bouillonné. Oui. Et c'est trop imprimé, qu'est-ce qu'elle vient faire? Ah, encore un jabot. Ça m'irait bien, ça, non? Oui, c'est plus junior. Jolie jupe. C'est court. Il est vert? Oui, vert pâle. C'est qui, ça? Cardin. Ah, des jambes blanches, non. Les vernis, oui. Des petites chaussures. Je suis boule. Des plis, des godets, tu as vu? C'est fou ce qu'il a déplissé. Qu'est-ce qu'elle Se fait? repose. Ça va être très à la mode, les pois. Oui, il y en a beaucoup. Ça lui Des va gros bien. et des tout petits aussi. C'est du noir, le fond noir, Marine. marine. C'est joli, ce Tout à manteau, pois. avec des pans. Oui, ça vole, c'est agréable à regarder. Ah, ça, c'est le négatif. Le même. Et la doublure aussi, tu vois. Tu crois que les chaussures sont à pois? Ça. Ça dit? Tout en blanc. Mais ce sont différents blancs. Oui, il y a du lainage, tu vois, de la soie. Et les bijoux sont blancs aussi. Parce que c'est beau. Tu aimes? Ah oui, c'est formidable, le blanc. Toutes blanches. Ah, ça, je parie que c'est le fameux courage. Oui. Alors, Parce que c'est drôle. C'est court. C'est carré. Tu as des fusées. Il y a de quoi vous mettre la tête à l'envers. Ah, moi, j'aime ça. pantalon.
on ne peut pas dire que ça ressemble aux autres. Hein. Je raccourcis dimanche. Hein. Beaucoup de carreaux, De carreaux carrés. de rayures. 13 en 2000. Hein. Elle porte un soutien-gorge avec ça. C'est bien. Ça, ce sont les fameuses lunettes courage. Et ça, un chapeau breton. Un autre breton. 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 Tiens, les Et Indes. voilà. La mousson. C'est en soie? Oui, en soie. Et c'est noué comme des petits fichus. Et moi, j'aime bien Sur un- celui Comment qui on est arrive à imprimé faire là. le toupet là-haut? Tu vois, de celui-là. Ah. Maquillage tout blanc. C'est un vrai petit Maharaja. C'est en quoi le tailleur? En toile de soie, Et de qui? joli noir de Dior. Tous ces turbans. Et le petit turban est rose vif. Et ça, c'est tout blanc avec un turban jaune et un collier vert. Toutes les jupes sont plissées, hein. Froncé, celle-là. Ça, c'est joli, la longue tunique. Jolie cette coiffure. Court. Très court et géométrique, hein, tu as vu sur les tempes, sur la nuque. Mais c'est du 1925. Ah, c'est une jupe culotte. Une robe culotte. Une robe Parce que culotte. c'est charmant. C'est de la mousseline. Noire. Est-ce que je plairais avec ça? Tu la porterais? Non. Moi aussi. C'est très 1925. Très Charlot. Tiens, elles ont toutes les deux perdues. Hein. Des tas de petits hindous. Moi, j'aime ces jupes qui bougent cette année. Je trouve ça gracieux. Ah, folie. Le Ah, pétère. Pétère. Est-ce qu'elles sont drôles? Qu'est-ce que c'est ces robes chinoises? Ce sont des robes de cardin, brodées. Et il y a des paillettes aussi, ça brille, je vois. Oui. C'est un imprimé, un crêpe imprimé, tout rebrodé de paillettes. C'est horriblement cher, Couleur non? Une robe comme ça. merveilleuse. Moi, j'aurais juré qu'on ne pouvait pas danser Fond avec noir, des tu fourreaux. vois, c'est la fond noir, on voit bien le dessin. Et les couleurs, c'est vif. Non, assez sombre, mais très asiatique, comme ça, très comme des lacs un peu. C'est Rita, non? À droite. Oui. Et Astrid, l'autre. Elles sont douées. J'aime ça. Mademoiselle, la plupart des femmes cherchent des métiers, les jeunes filles, et des métiers qu'elles veulent intéressants. Or, je crois que le vôtre est intéressant entre tous. Et avant de leur en parler, je voudrais bien que vous parliez de vous pendant quelques secondes, que vous disiez qui vous êtes. Vous vous appelez Mademoiselle Mounier-Lompré. Oui, Alors, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes. j'ai 30 ans, je suis célibataire et je suis infirmière. Je me suis spécialisée en psychiatrie, mais tout d'abord, j'ai commencé mes études d'infirmière à 19 ans, après avoir suivi les études jusqu'au baccalauréat. Ensuite, j'ai travaillé à l'hôpital Foch pendant 3 ans et quelques mois à Saclay, au centre de commissariat à l'énergie atomique. Et ensuite seulement, je suis venue à la psychiatrie comme un enrichissement de ma profession. Et vous avez commencé à vous orienter vers cette profession à quel âge? J'ai fait mes études d'infirmière à 19 ans et je me suis orientée vers la psychiatrie à 25 ans. C'est-à-dire que vous avez déjà passé 6 ans avant de vous orienter vers la psychiatrie. C'est cela. Et l'intérêt de ce métier
pour vous, en quoi consiste-t-il exactement? Il consiste en s'occuper des malades dans la totalité de leur personnalité. C'est beaucoup plus qu'une technique, c'est un intérêt humain parce que on a affaire à des êtres humains qui sont comme vous, qui ont des préoccupations analogues, qui souffrent davantage et qu'on veut aider en profondeur à pouvoir vivre le plus heureux possible. C'est un très beau but. Et pourriez-vous avoir la gentillesse d'expliquer en quoi consistent les études que vous faites pour parvenir au point où vous en êtes actuellement? Les études c'est un approfondissement de l'expérience quotidienne des infirmières. Ces études durent 2 ans et sont dirigées par le docteur Myriam David. Nous essayons de comprendre ce qui se passe entre l'infirmière, enfin entre le soignant en général et le malade. Il doit y avoir une chose assez intéressante là-dedans, c'est le choix de ces infirmières psychiatriques. Parce que j'ai l'impression qu'il ne suffit pas d'être capable de prendre une température et que cela exige des dons et des qualités tout à fait particuliers. Il faut d'abord savoir prendre la température comme il faut et en plus s'intéresser aux autres, s'intéresser à la psychologie et aux problèmes psychologiques et humains. Mais il faut surtout pouvoir supporter de comprendre son propre comportement, enfin ne pas souffrir d'une investigation continuelle. Oui, c'est-à-dire, si je vous comprends bien, vous-même, l'infirmière psychiatrique, vous-même, devez travailler sur vous, afin, oui, en somme, d'être une sorte de potentiel qui apporte quelque chose au malade, par votre personnalité, par votre propre comportement. C'est-à-dire que pour comprendre les autres, il faut avant tout se comprendre soi-même si on veut être objectif. C'est surtout pour ça, enfin... Il faut se dégager de soi, tout en se connaissant bien. Oui. Pour pouvoir pénétrer dans la personnalité, oui, des autres et les aider, eux, à résoudre leurs difficultés. Oui, pour être suffisamment présent près des autres et suffisamment ouvert. Être sensible à leurs problèmes. Oui. Et cela, il me semble extrêmement difficile que cela s'obtienne par des études noir sur blanc, avec des livres et des cahiers. Ce ne sont pas des études didactiques, c'est un enseignement sous forme de discussion et d'échange. Discussion avec d'autres infirmières, avec les médecins. Avec les médecins et les éducateurs, avec toutes les personnes qui s'occupent des mêmes malades. Pour exercer le métier que vous exercez, il faut à la fois être capable d'être parfaitement soi-même dans la vie et d'en sortir pour s'adapter aux malades. Oui, certainement. Et il faut être dans la vie pour savoir en quoi la vie a fait défaut à ces êtres-là. Oui, pour être une bonne infirmière, il faut avant tout être une femme épanouie, le plus possible. En somme, il me semble très intéressant de songer qu'une infirmière psychiatrique est une femme qui, pratiquement, peut parfaitement se marier, avoir des enfants, et c'est plutôt recommandé. C'est plutôt recommandé, effectivement. C'est bon pour le travail de cette infirmière, et la psychiatrie est un enrichissement pour sa vie privée. Et d'après ce que je crois que vos heures, vos horaires contribuent justement à vous permettre d'avoir votre vie en dehors des moments que vous passez avec les malades. Certainement, l'horaire des infirmières de Soisy est organisé de façon qu'elles aient plusieurs jours de repos pour pouvoir s'en aller et voir d'autres gens, d'autres choses, sortir, avoir une vie personnelle. En somme. Une vie personnelle est parfaitement normale. Oui. Au banc d'essai, les chaises 65, par Nine Moati. Voici 7 chaises de cuisine qui se ressemblent comme des sœurs presque jumelles. C'est à la jumelle justement que nous les avons auscultées pour savoir ce qui justifiait la différence de prix de 20 à 86 francs. À vous de les juger dans leurs 7 petits tours sur pied chromé. « 20 francs, vraiment pas cher.
Mais attention, pas très confortable et n'existe qu'en rouge. « 30 francs, plus confortable, mais attention, n'existe qu'en 2 couleurs, merisier et teck. » 40 francs. L'étude du dossier sont incurvées, mais attention, la différence de prix ne se justifie pas. 49 francs, confortable et très élégante. Attention, la résistance n'est pas à toute épreuve. 60 francs, confortable avec son coussinet plastique, mais attention, plus fragile. 83 francs. Lourde, stable et solide, les dossiers sont montés avec écrou. Mais attention, elle est chère. 86 francs. Parfaite en tout point et le dossier s'escamote. Mais attention, attention, elle est chère, chère, chère. Bah tu vois, si t'acceptais de partir en province, on n'en serait pas là. Regarde, on est bouché là. En province, ça, ben non, merci. J'aime encore mieux toutes ces voitures. J'aimerais bien connaître la vie de province aussi. Je voudrais pas y passer ma vie. Oui? Non. Et oh oui, j'accepterais. Oh, je pense que j'irai. Pas faire. Mais j'aimerais bien. Non, pas dans le nord. Je me plaque dans le midi. Ah oui, certainement. Bah, moi, c'est mon rêve de partir en province. Si regarde, l'air est dégoûtant. On met 1 heure de trajet matin et soir. L'autoroute est encombrée toutes les queues de semaine. On peut même pas aller au cinéma. Il n'y a pas moyen de se garer. Tandis que là-bas, on pourrait avoir sa maison. Un jardin à soi. Et la mer à côté. On pourrait se baigner dès qu'il ferait beau. Et puis, pour la situation qu'on m'offre là-bas... Ça, c'est autre chose. Situation, évidemment. Il a donc réussi à la persuader qu'il s'était marié pour partager la même vie, à condition que ce soit sa vie à lui. Alors elle a fini par faire ses malles. Et elle s'est retrouvée dans une ville inconnue, dans une maison étrangère. J'ai rencontré une centaine de ces Parisiennes brutalement transplantées. Presque toutes ont eu les mêmes pensées, les mêmes premières larmes, les mêmes premiers mots. Au début, ça a été vraiment terrible. Ça a été un hiver extrêmement pénible, très froid. Si je me souviens bien, j'ai emménagé dans les larmes. Mon premier hiver a été plutôt triste. Je me suis beaucoup ennuyée. Oui, on avait offert une situation à ma mari et je l'ai suivie forcément. Parce que la profession est quand même essentielle dans la vie d'un homme. Je n'avais absolument pas choisi de partir en province. J'ai suivi mon mari. Et je suis arrivée... Pour nous, c'était du très nouveau parce qu'on n'avait jamais habité dans un grand ensemble comme ça. Et surtout, le quartier était... On nous avait parlé d'un quartier en expansion et c'était la prison, le cimetière, la gare voisine, des jardins complètement chamboulés par les constructions. Oui, c'était difficile au début, mais enfin maintenant ça va bien. J'ai beaucoup pleuré. Oui, je suis née à Paris, dans le ventre de Paris. Et je suis venue habiter dans cette maison. Et après, j'ai été chercher de l'eau dans un puits qui se trouvait ici. Ça m'a vraiment bien changé. Notre premier hiver, dans le fond, ça consistait de week-end à Paris. C'est tout ce qu'on faisait. On attendait le week-end pour aller à Paris, pour voir nos amis, pour sortir. Dans le fond, en semaine, il n'y avait pas grand-chose. Chez les commerçants, on est déçus quand on vient de Paris parce qu'on est trop gâtés. On trouve tout très beau, on trouve à tous les prix, ce qui n'existe pas en province. En province, je n'ai trouvé aucun attrait dans les magasins. J'aimais beaucoup à Paris les vitrines d'antiquaires, une promenade au village suisse. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas en province. Et les magasins de mode eux-mêmes n'ont pas beaucoup d'attrait. Oui, j'ai regretté mon petit coiffeur, la couturière, le dentiste. Oui, j'avais mes petites habitudes. Au point de vue commerçant, c'était pas très bien équipé dans mon quartier. Il faudra bien 6 mois en moyenne à l'ex-parisienne pour retrouver un bon boucher loin de la rue Le Pic. Mais quand elle l'aura trouvé... Enfin, quand on a tout vu, quand on a fini d'installer sa maison, évidemment, on est moins occupé et peut-être l'ennui s'installe davantage.
Je ne vois pas. Mais je ne vois pas, peut-être parce que je suis aveugle, ou je ne peux pas comprendre les réactions qu'elle a pu avoir. Moi, je vis toute ma journée à l'usine et que je travaille à l'usine ici ou que je sois à Paris, j'ai exactement la même vie, les mêmes réactions, la même chose qu'à Paris. Et pour moi, je n'avais pas l'impression, à part en glissant dans la boue le soir en rentrant chez moi, j'avais pas l'impression que j'avais changé de vie. Ma femme, m'aimant comme je le crois, aimant également son fils étant heureux ici et moi aussi, je pense que par voie de conséquence, elle doit être heureuse aussi. Maintenant que je suis en province, je mets 5 à 10 minutes pour aller à mon bureau, ce qui est absolument merveilleux. Oh, j'ai gagné au moins 2 heures de trajet par jour que je peux consacrer à autre chose, à rien faire, même si ça me plaît. Oh bah lui, ici, aller au cinéma, de temps en temps, le football, le dimanche. Pour un homme, je crois que tous les avantages existent dans la décentralisation. Les conditions de travail sont bien meilleures, les usines généralement plus claires, les trajets beaucoup plus courts. On ne connaît pas les rentrées à Paris le soir avec la circulation impossible. Je crois que pour un homme, c'est très bien. L'homme a emporté son travail, il a emporté sa vie. La femme n'a emporté qu'elle-même, elle ne retrouve qu'elle-même au seuil de sa vie nouvelle. La solitude avec moi-même, non, mais j'avais l'impression de vivre comme une femme beaucoup plus vieille, d'être à la retraite, pour ainsi dire, et de n'avoir plus qu'à attendre la fin. Mais de quoi? Je me suis mis à beaucoup lire ici. Il faut trouver votre mode de vie. Et ça vous avez besoin de quand même quelques temps de la trouver. Il faut s'habituer. Il faut s'habituer à soi-même. Essayer de réaliser mieux les choses, enfin de comprendre ce que l'on peut comprendre. J'ai cru que j'allais vivre d'éternelles vacances. Malheureusement, j'ai été très vite déçue avec l'arrivée de l'hiver. Mais en hiver, c'est l'humidité, le brouillard. C'est assez déprimant, le brouillard, d'ailleurs. Oh non, le climat ne me plaît pas. Le climat ne m'a pas réussi du tout, mais j'ai maigri de 7 kilos la première année. Beaucoup trop brumeux, pluvieux. Il manque un peu de soleil. Alors qu'à Paris, on n'en souffre pas du tout. Le climat de Paris n'est pas bon, il est certainement moins pur, mais nous le trouvons plus simple. Après avoir étouffé 2 ans au milieu des montagnes, je me suis promenée place de la Concorde et j'ai eu l'impression de respirer. Je me suis sentie chez moi, je me suis promenée aux Champs-Élysées, le long des quais, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais. J'ai senti que j'ai recommencé à vivre. Ah, depuis que je suis rentrée à Paris, moi je suis une autre femme. Car certaines décentralisées sont déjà revenues. Elles n'ont pas su s'adapter à leur vie provinciale, elles n'ont pas su s'y créer des liens. Chacun sait que les provinciaux sont en général très froids. Il est très difficile de se faire des relations. Je dois dire sincèrement que les gens ne nous ont pas très bien accueillis. Mais alors il faut avoir l'habitude de leur caractère, parce qu'ils ont un caractère très distant et très froid. Il y a des exceptions à la règle aussi. Mais en général, le Loir est vite. Oui, ils sont méfiants quand même. Très fermés, enfin. Moi, j'aime bien les Parisiens parce qu'ils sont toujours bien arrangés, puis tout ça, puis je sais pas. Moi, d'abord, j'aime mieux la ville que la campagne. Puis je suis là. C'est-à-dire que les Parisiens eux-mêmes ont un préjugé, je crois. Tout ce qui vient de la province est un peu de la quantité négligeable. Ah oui, les Parisiens, absolument, ont cet état d'esprit. Ils restent assez chez eux. À Paris, nous aimions le théâtre. Nous y allions de temps en temps. Eh bien, la dernière année parisienne, j'ai vu Gog et Magog, autant que je puisse me souvenir. J'allais toutes les semaines au cinéma à Paris. À Chieur, je n'y vais jamais. Mais le cinéma ne me manque pas du tout. Oh mon Dieu, plus jamais. Je ne vais plus jamais au cinéma ici. À beaucoup de ces exilés, ce n'est pas la dernière comédie qui manque, non plus que le dernier film sorti. Ce qui manque, ce sont les colonnes Maurice, les îlots lumineux des cinémas sur les Champs-Élysées le soir. Ce ne sont pas les marchandises des vitrines qui manquent aux Parisiennes, c'est la tentation. On les possède des yeux, bien sûr, mais on les possède. On va voir, on va dans ces magasins. Cette vie, la vie de Paris, quand même, il
Il y a bien sûr cette indifférence, cette grande indifférence de Paris, mais il y a cette vie en mouvement. Une promenade dans Paris, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Il faudrait être un poète pour expliquer Montmartre, on ne peut pas. Mais une promenade dans le Marais, un après-midi sur les quais de la Seine, c'est un charme qu'on ne peut pas retrouver nulle part ailleurs, je ne pense pas. Je n'en suis pas complètement convaincu, parce que ce décor, à chaque fois que l'on en parlait de ce décor parisien et que nous vivions à Paris, on parlait du métro, des embouteillages, des contraventions dans la zone bleue. Et je me souviens pas, dans son décor parisien, lui avoir entendu dire « c'est bien agréable de se promener sur les quais de la Seine ». Je l'ai toujours entendu dire « on ne peut pas traverser en dehors des clous, faut faire attention à ceci, à cela », et c'est toujours en critique, et jamais avec certaine satisfaction qu'elle parlait de son décor parisien. Je l'aimais, parce que j'étais prise là-dedans, je l'aimais, j'en faisais partie. Ici, on finit, ma foi, c'est l'ennui qui arrive. Yes, peut-être. Et une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que avant de venir ici, ma femme travaillait à Paris. Je suis persuadé qu'en abandonnant son activité professionnelle, elle a perdu quelque chose. Elle a perdu quelque chose qui lui appartenait. Et certainement, une femme qui travaille en province n'a pas le temps de peser les inconvénients, de sentir sa solitude, comme une femme qui ne travaille pas. Je crois qu'effectivement, en acceptant le travail qui m'était proposé par le curé de la paroisse, où je me suis adressée, j'aurais certainement trouvé un épanouissement beaucoup plus grand, par le fait même que je me serais sentie utile et agglomérée, si vous voulez, dans ma paroisse. Je me demande si je suis vraiment sincère pour ce fait de vouloir travailler, parce que... Un jour, pourtant, même celles qui ne travaillent pas finissent par oublier leur nostalgie de Paris. Alors, elles lèvent les yeux sur ce qu'offre la province. Ici, c'est toute la journée, ce soleil, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, c'est ce qui m'a frappé le plus, cette clarté. Et on va jouer au tennis, on va à la piscine, on va pêcher si on veut, on va se baigner dans la Loire. Et on prend la voiture, puis on est dehors, on est dans la nature, on se promène. Tout ce qui n'est pas possible à Paris, c'est possible ici. Je ne voudrais surtout pas retourner à Paris. Ah non, je n'irai pas. Non, j'hésiterais. J'hésiterais à repartir. Absolument rien ne m'a conquise en province. Sinon, le fait d'aimer Paris 2 fois plus autour. Mais puisqu'elles ne reviennent pas toutes, cela veut dire qu'on rencontre aussi celles qui, doucement, sans lutter, se sentent devenir une provinciale. Oui, maintenant je me sens provinciale quand je vais à Paris. Quand je vais dans le métro, j'ai perdu le rythme des Parisiens. Puis en fait, ça m'amuse de les regarder. Je les regarde vivre. Est-ce un état d'esprit provincial? Je ne sais pas. Peut-être suis-je déjà provinciale. Ça y est. Nous qui sommes devenus donc des provinciaux, qui vivons dans notre petite province, quand nous voyons des Parisiens, eh bien, on se sent quelquefois un peu inférieur. Au début, j'étais très fière de mon titre de Parisienne. Et je crois que maintenant, j'apprécie tout de même suffisamment de choses à Orléans pour en tirer une certaine fierté. Oh mon Dieu, non, je ne retournerai pas du tout à Paris. Le jeu des jumeaux, réalisation Olivier Ricard. Voulez-vous jouer avec nous au jeu des jumeaux imprévus? Chaque mois, une vedette rencontrera ici un téléspectateur né au même instant qu'elle. Aujourd'hui, voici à gauche Maurice Biraud, né à Paris le 3 mars 1922 à 9h10 du matin, et à droite, M. Pierre Joublot de Nancy, représentant en 20, marié, qui a répondu à notre appel. Ils sont dans des cabines insonorisées, et nous allons voir par quelques questions si le fait d'être né au même instant leur donne une personnalité identique. Première question, êtes-vous plutôt paresseux ou travailleur? Maurice Biraud. Disons paresseux dans le travail. Monsieur Joublot. Certainement plus travailleur quand même. Messieurs, une question très précise, votre santé était-elle bonne ou mauvaise dans votre enfance? Plutôt bonne dans l'ensemble, en dehors d'une rougeole de bonne marque, mais sinon pas mal. Moi, elle a toujours été bonne, elle n'a pas bougé depuis. Dans votre famille, messieurs, votre femme et avec vos amis, est-ce que vous avez tendance à imposer votre volonté dans votre milieu familial? Oui, mais ça, c'est pas de ma faute, c'est inné, ça. Il n'y a rien à faire, j'impose, il n'y a pas de doute. C'est bien ce que nous pensions.
Monsieur Joublot. Un peu quand même, il faut faire voir quand même qu'on est là. Préférez-vous la campagne ou la ville? La campagne, à 100%, c'est même faible, à 355%. Eh bien, je préfère la campagne. Merci. Aimez-vous les animaux? Monsieur Biro. Oui, personnellement, j'ai 2 bergers allemands et 5 chats. Monsieur Joublot. Certainement. Mais c'est merveilleux. Êtes-vous gourmand? Gourmand? Gourmand. Si c'est aimer plus que de raison certaines choses, je dois être gourmand alors. Et Monsieur Joublot? Ça m'arrive de temps en temps, oui. Une question charmante, aimez-vous la musique? J'adore la musique, je ne peux pas vivre sans musique. Monsieur Joublot? Alors là, j'adore la musique. Êtes-vous sensible et rêveur? Oui, je pense que oui, mais ça peut paraître peut-être prétentieux, mais effectivement, sensible et rêveur, je suis. Monsieur Joublot? Je suis les deux, oui, rêveur et sensible. Êtes-vous débrouillard? Vous me gênez beaucoup. Un petit peu quand même, oui. Oui, bien. Si l'on devait vous classer dans les officiers ou les simples soldats, votre tempérament vous entraînerait de quel côté? Dans le civil. Monsieur Joublot? Tout droit en prison, hein. Eh bien, si vous devez prendre le train ou accepter un travail, est-ce que vous pouvez vous décider sur l'heure ou est-ce qu'il vous faut un long temps de réflexion? Si l'affaire est intéressante, j'aurais tendance à partir vite. Sur l'heure. Sur l'heure. Eh bien, messieurs, je crois que maintenant, nous allons interrompre ce petit jeu, vous demander de venir nous rejoindre. Voilà. Eh bien voilà, monsieur Biro. Alors, eh bien... comme disait le chef de gare de la Madeleine, est-ce que ça concorde? Je crois que l'expérience est intéressante et qu'elle demanderait à être renouvelée. Mais je vais tout de même vous remercier d'être venu et j'espère que monsieur Joublot est content d'avoir fait la connaissance de son jumeau, même si le caractère n'est pas... Moi aussi, et c'est vrai qu'à 10 minutes près, on est vraiment des jumeaux, hein, tout au moins par l'heure et par le jour, la date de naissance. Il y a quand même 300 km qui nous séparent ce jour-là. Hein. Oui, et comme on ne saura jamais si on a répondu la même chose, alors nous sommes en plein suspense. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir vu. En tout cas, bon voyage, bon également. retour à Nancy. Je vous remercie. Au revoir. Eh bien, pour vous, il n'y avait pas de suspense. Vous avez entendu les deux réponses et vous pouvez juger si l'expérience est concluante. Nous la tenterons la prochaine fois avec Dany Robin et sa jumelle imprévue. Si vous êtes né le 14 avril 1927 vers 4 heures du matin dans la région parisienne, vous êtes la jumelle de Dany Robin. Alors écrivez-nous vite à Dim Dam Dom, Maison de l'ORTF à Paris. Merci. Avez-vous votre carte de sang? Est-ce que vous connaissez votre groupe sanguin? Non. Vous l'avez jamais fait faire? Et vous? Non. Vous l'avez jamais fait faire? Oui. Qu'est-ce que c'est? Groupe O. Ouais. Positif. Ouais. Il y a longtemps que vous l'avez? Il y a 1 an, à peu près. Oui, je l'ai sur moi. Oui. Vous savez de mémoire? Groupe O positif? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vous l'avez jamais fait faire? Non. Vous connaissez pas votre groupe sanguin? Vous l'avez jamais fait faire? Non. Vous savez que c'est important quel accident? Oui. Non. Non. Et vous croyez pas que c'est un tort? Si, c'est un tort, bien sûr. Vous allez le faire demander alors? Oui. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Vous le connaissez, vous, mademoiselle, votre groupe Ah. sanguin? Ah. Le groupe A. Non. Et ça, je regrette beaucoup. Oui. Oui, qu'est-ce que c'est? A positif? Ah non, malheureusement pas. Je sais que c'est une faute, mais je ne le connais pas du tout. Bien. Oui. Oui, je dois l'avoir, mais... B, je crois B. Je sais pas exactement. Est-ce que c'est marqué dans votre sac? Oui. Je sais pas par cœur. Merci. Vous pouvez faire établir la carte de votre groupe sanguin dans n'importe quel hôpital ou centre de transfusion sanguine gratuitement, ou alors dans un laboratoire recommandé par votre médecin. Ils sont mariés depuis 8 jours. Il a 20 ans, il est étudiant. Elle a 16 ans, elle est secrétaire. Ils rêvaient d'une salle à manger. Pourquoi pas à Drou? C'est moins cher. Mais ils avaient peur. Nous avons guidé leurs premiers pas. Alors 10 francs suivants pour ce matelas, 12. Une armoire, 12 francs. Un peu vite pour ce matelas, 12 francs. C'est du numéro 12, hein? Oui. 12 francs, oui. Il y a preneur à 12 francs? Non? Qu'est-ce que c'est? 5 francs si vous voulez pour ce matelas.
C'est du même, un lot de bronze. Ah non, un lot de bronze, 10 francs. 10, 12, 15. 15 francs. Bonjour, monsieur Félix. 15 francs sur. On garde. Elle garde, madame. 15 francs sur. Dépêchons-nous, 15 francs. Le lot de bronze est 15 francs sur. Madame Forestier, faites un sourire. 15 francs sur, c'est le moment. 15 francs, nous sommes. C'est bien vu, messieurs, dames, à 15 francs. 15 francs. On a gardé le commissionnaire. Monsieur. 15 francs. C'est bien vu, j'adjuge. Ni à gauche, ni à droite. 15 francs. À monsieur Desbois, 15. Pas cher. Alors, nous vendons maintenant 2 statuettes en ivoire. 50, 60. 10. 10. 70 francs sur 80. 10. 90 francs les 2 statuettes en ivoire. 100. 110 francs au deuxième rang. Ni à gauche, ni à droite. Hein. C'est vu? 110 francs. À Madame Gaulier, 110 francs. Ensuite, le numéro 12, nous vendons la salle à manger moderne. Alors, comprenant un buffet bas, une table et 6 chaises. Un buffet de Sumar, table et 6 chaises bois clair. 210 francs suivant la salle à manger. 210. Bien vu, messieurs. 15. Non, 20. Plus là. 220 francs. C'est bien vu. 30. 40. 50. 60. Non, c'est bien vu, j'adjuge. 265. 10. Personne dans le fond, 270. 80. Voilà. 10. 300. Non. C'est bien vu. 30. 40. 50. 60. Non, c'est bien vu, j'adjuge. 5. 10. Personne dans le fond, 270. 80. Voilà. 10. 300. Non. Voilà. C'est bien vu, messieurs. 10. Personne dans le fond, 300. 310. C'est vu? 20. Voilà. 30. 330 francs par 40. Non. C'est bien vu à 340 plus, non? 50. 350. À monsieur et madame, 350. Alors un coq. 36, un coq. Alors 1 franc, 2 francs. 2 francs suivants. 2 francs. Rapidement, messieurs, 2 francs. Moi, je pensais que c'était surtout pour les marchands alors que ça montait très haut. Quoi. Vous conseilleriez à un jeune ménage comme vous d'aller tenter la même expérience? Ah oui, Il n'y a pas de risque. Très intéressant. Il ne risque pas de se retrouver avec une perte terrible. Ah non. Bon, mais écoutez, on vous souhaite en tout cas maintenant de bien vous installer, de recevoir beaucoup d'amis, et puis un jour d'avoir un grand appartement pour aller acheter d'autres choses à Dreux. Merci beaucoup. Anne-Philippe interroge. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête et dans le cœur d'une femme qui attend son premier enfant? Anne-Philippe est allée à un cours d'accouchement sans douleur et 2 jeunes femmes ont accepté de lui répondre. La première a 22 ans, elle est étudiante, son mari est chirurgien dentiste, elle est enceinte de 4 mois et demi. Est-ce que vous êtes heureuse d'avoir un enfant? Oui, enfin, oui, je suis heureuse, c'est-à-dire que ça pose des problèmes, mais je suis heureuse d'une façon générale. Le fait d'attendre un enfant, c'est bien. Et quels sont les problèmes que ça vous pose? Est-ce que par exemple vous avez un problème de logement? De logement, non. Je suis peut-être une des seules dans tout Paris, mais le problème de logement ne se pose pas. Et par rapport à votre travail, vous travaillez, vous exercez un métier? Je suis étudiante, oui. Alors par rapport au travail, ça en pose moins que si je travaillais en dehors. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis contente d'avoir un enfant maintenant, et dès maintenant, parce qu'une étudiante peut facilement, je peux facilement me dire une journée je travaille à la maison, une autre journée je concentre tous mes cours et je me donne à garder à quelqu'un que je connais. Et, donc je peux à la fois m'en occuper et continuer mes études. Si je travaillais au dehors, ça serait un autre problème, bien sûr. Et vous n'avez pas pensé une minute à renoncer au travail? Absolument pas. Au moment d'avoir un enfant? Oui. Et sur le plan de votre vie conjugale, est-ce que le fait d'avoir un enfant vous inquiète? Est-ce que vous pensez que cela peut modifier
votre relation avec votre mari, dans un sens ou dans l'autre, du reste. C'est difficile de répondre parce que je pourrais mieux vous répondre après. Ça doit être un enrichissement, mais je peux pas. Enfin, je sais pas encore ce que c'est, quoi. Mais vous le voyez plutôt comme une consolidation que comme un moins. Ah, sûrement, oui. Oui. Oui, je crois. Et est-ce que vous reportez déjà sur cet enfant vos ambitions, vos espoirs, ou est-ce que vous êtes quelqu'un de très épanoui, et est-ce que cet enfant, en somme, n'est qu'un épanouissement de plus? Je sais pas si je suis quelqu'un de très épanoui, mais le fait d'avoir un enfant est un épanouissement, ça c'est sûr. Enfin, je le considère comme ça, je le vois comme ça. Mais ça n'empêche pas... Enfin, si vous voulez, c'est d'une part un épanouissement pour moi, mais d'autre part, certains manques que j'ai, enfin, que je ressens, par exemple dans mes études, quand je m'aperçois que j'aurais aimé faire ça et que je ne l'ai pas fait, ou, enfin, parce que je parle de ça parce que c'est ça qui m'occupe beaucoup, à ce moment-là, je le reporte sur mon enfant, enfin, j'ai tendance à le reporter. Et je ne voudrais pas d'ailleurs trop l'influencer, enfin, j'aime pas les parents qui se disent d'un enfant comme ça, il sera polytechnicien ou il sera n'importe quoi. Enfin, on a quand même tendance à reporter certaines aspirations sur l'enfant. Oui, je crois que... Oui. À penser qu'il fera mieux que soi, quoi. Et est-ce que le fait d'attendre un enfant a modifié votre vision et votre intérêt pour le monde extérieur? Pour certains points particuliers, oui. Par exemple, quand vous lisez... quand vous entendez parler des guerres, du chômage, de la famine, quand vous voyez les articles concernant la bombe atomique, par exemple, est-ce que cela a une résonance nouvelle pour vous, plus directe et plus directement concernée? Je ne peux pas dire vraiment que ça a une résonance nouvelle parce que j'ai toujours été intéressée par ces problèmes-là, si vous voulez, je les ai toujours ressentis. Enfin, je ne les découvre pas. Ça, je ne peux pas dire que je découvre quelque chose de nouveau du fait que j'attends un enfant. Mais, par exemple, les problèmes de la guerre, de la bombe atomique, du chômage, du sous-développement, c'est pas le fait d'avoir un enfant qui me les rend plus proches, parce qu'il y a des tas de gens qui sont touchés par... oui, mais ce n'est pas plus direct, ce n'est pas plus égoïste, presque. Non, je ne crois pas. Ce qui est plus direct, c'est les problèmes de l'enseignement. Oui. Les problèmes de l'éducation, des écoles, de l'organisation de l'enseignement, du nombre d'écoles, etc. Là, j'avoue que c'est... Déjà maintenant, vous vous sentez... Oui. Dès maintenant, oui. Enfin... Parce que dans 3-4 ans, il faudra qu'il aille rentrer à l'école maternelle, puis dans 6 ans, il faudra qu'il rentre à l'école quand même. C'est pas long. Il n'y a pas un laps de temps énorme. La deuxième jeune femme interrogée par Anne-Philippe a 24 ans. Elle est chimiste, son mari est coloriste dans la coiffure. Ils n'ont pas d'appartement et vivent dans le 2 pièces des parents. Elle est enceinte de 4 mois. Quelle a été votre réaction quand vous avez su que vous attendiez un enfant? Crise de désespoir. Ah. Parce que pour moi, un enfant, ça représente quelque chose de... Comment dirais-je, un obstacle... Quelque chose, pour moi, j'ai l'impression de commettre un crime en mettant un enfant au monde. Et encore aujourd'hui, vous avez cette impression? Un peu moins parce que j'ai mon mari qui m'a aidé, j'ai mon entourage, maman, le docteur, tout m'a aidé pour essayer de me faire entrevoir quand même qu'il y a autre chose dans la naissance d'un enfant. Mais pour moi, j'estime que quand on met un enfant au monde, c'est un crime, parce que lui faire entrevoir toutes ces belles choses qu'il y a sur la Terre, et qu'il y a toujours une menace. Dans 20 ans, je ne sais pas s'il ne sera pas mort par la guerre, je ne parle pas des maladies, n'importe quoi, par la guerre, par toute cette machination de la société qui est encore de nos jours, ça me fait peur. Voilà. Et vous croyez que le bonheur de vivre ne contrebalance pas ces dangers? Non, parce que vous voyez, par exemple, moi, j'aurais bien aimé ne pas vivre. Alors j'estime que si moi déjà j'ai ça, cette pensée, moi mettre un enfant au monde, c'est un peu pour moi un non-sens. Et donc vous ne voudriez pas que votre enfant ait la vie que vous avez eue vous? Ah non, sûrement pas. Vous vous sentez responsable de cet enfant? Oui, en quelque sorte, responsable.
Et où pensez-vous que vous pouvez influencer sa vie quand même et le rendre heureux? Alors, je vais essayer par la mesure où je peux, le plus possible, essayer de lui, comment dirais-je, lui former l'éducation, former l'esprit, ne pas lui faire entrevoir quelque chose de trop beau de la vie, qu'il n'attende pas quelque chose de trop beau, pour qu'il lui découvre que l'enfant, c'est pas si mauvais, et que ma foi, il y a quand même quelque chose de bon. Or moi, j'ai pas eu cette impression. Et le fait de donner la vie bientôt ne vous rend pas plus forte et plus courageuse vis-à-vis de la vie? Non, je suis prête, je l'accepte, je la subis, vous voyez. Vous la subissez, vous ne la prenez pas en main? Non. Et je trouve justement cette méthode d'accouchement sans douleur m'aide justement à la prendre en main. Oui, parce que là, vous êtes obligée. Oui, je suis obligée. De vous prendre en main. Donc, j'aime beaucoup ça. Cette méthode m'aide à faire ça, à lutter contre, si vous voulez, cette passivité. Est-ce que votre mari a le même pessimisme que vous? Ah non, pas du tout. Il est heureux, lui, d'avoir un enfant? Il est heureux, oui, lui, d'avoir un enfant. Et cela vous aide? Ça m'aide, ça m'a permis de l'accepter. Je me suis dit quand même, ça rend quelqu'un heureux. Il a été très déçu parce qu'évidemment, moi, me sachant mon caractère, tout ça, il savait que j'allais avoir une crise de désespoir. Enfin, il m'a aidé à surmonter. Alors maintenant, si vous voulez, en quelque sorte, ça m'a redonné confiance. Si je l'accepte. Alors que sûrement, si mon mari n'avait pas eu cette attitude, je l'aurais peut-être pas accepté. Je sais pas. Alors vous avez un peu l'enfant pour lui. Enfin, c'est un peu ça pour qui lui. vous sauve. Si. Et même si je ne l'avais pas eu tout de suite, je trouve que c'est trop tôt encore. Mais si j'avais eu un enfant, c'était uniquement pour lui. C'était pas pour moi. Parce qu'il aime les enfants, je voulais un enfant pour lui. Mais autrement, non. Moi, personnellement, non. Peut-être aurez-vous changé dans beaucoup de choses que vous pensez. J'aimerais en reparler avec vous dans quelques mois. 2 verres, 2 assiettes, 2 fourchettes, 2 couteaux, 2 cuillères, un apron, une serviette. À droite, à gauche, à l'endroit, à l'envers. En tout cas, style bistrot, de la porcelaine blanche, des verres à 2 francs, des couverts sans histoire, une serviette en toile de lin et un apron de paille. Doucement avec le dos de la cuillère. La face est tournée vers la table, les pointes de la fourchette aussi. La lame du couteau tranchant vers l'assiette. À droite, les couverts que vous tenez avec la main droite. À gauche, mais oui bien sûr, la fourchette. Le verre à vin à droite, à eau à gauche. Et la serviette, pliée, pas dans ses plis, légèrement, doucement, souplement en triangle. De l'eau dans le grand verre avant de se mettre à table. Pour le vin, vous avez le temps. Tout le temps d'un déjeuner ou d'un dîner qui peut-être ressemblera à une fête. Bon, alors maintenant, comme vous voyez, c'est sans rien, sans maquillage. Peut-être qu'il en reste encore un petit peu, on ne sait jamais. Les crayons, pinceaux. Les petits tampons pour nettoyer. Ce sont des tampons secs? Non, ce sont des tampons un peu humides. On se nettoie bien les paupières, on en profite pour retrousser les cils. Voilà. Quand tout est propre, ça prend du temps. Quand tout est propre, on regarde un peu et on cherche. Qu'est-ce que c'est comme crayon? Ah, ça, c'est un crayon gris qui va me servir à creuser davantage la paupière. Comme j'ai les yeux un peu à fleur de peau, il faut donner une impression de profondeur avec un crayon gris que j'étale sur toute la paupière et spécialement le long de la paupière supérieure pour donner beaucoup plus de profondeur. La même chose de l'autre côté. Maintenant, on va faire un travail de balayette
pour estomper tout ça qui est très dur, jusqu'à ce que ça devienne d'un gris moyen, un peu plus foncé sur le oh là là, comment on appelle ça? Dans le creux de la paupière supérieure. À la base de l'arcade, non? Enfin, oui, c'est ça. Alors on met le doigt, ça aide. Et ça enlève? Ça estompe un peu, de façon à ce que tout ça soit d'une couleur tout sauf agressive. En étant un peu sur les côtés pour allonger l'œil. De toute façon, c'est beaucoup plus clair au naturel. Oui, c'est vrai. J'ai étonné que ça fasse si foncé. On met tout de suite le rímel. Je sais pas si c'est très orthodoxe ma façon de le mettre. Il faudrait commencer par le bout des cils et puis progressivement, mais enfin. Là, j'étais pressée par le temps. Bon, l'opération rímel terminée, on prend un petit bâtonnet qui est enduit d'une poudre gris bleuté, qui a surtout un avantage, c'est d'être d'une couleur très saillante pour les yeux. Et un deuxième avantage, c'est pour le bord de la mer, c'est que ça ne bouge pas, ça ne coule pas. Quand l'opération est terminée, à l'intérieur de l'œil des deux côtés, on attaque la paupière supérieure de la même façon. Ça n'a pas d'importance s'il n'y a pas un trait qui soit bien fait, bien délimité, au contraire. Quand tout ça est fini, on attaque le sourcil, toujours au crayon gris. Tout est gris. Tout est gris, sauf ce trait que je fais en ce moment, qui est une couleur bistrée marron. Là, j'en fais en dessous parce que j'en ai plus petit que l'autre. Je fais seulement que d'un côté. Et ce trait marron bistré qui creuse davantage. Parce que c'est vrai, on a l'impression que c'est très, très, très foncé là, alors qu'au naturel, ça ne se voit pas tellement. On redessine bien ce dessin. Voilà la chose finie. J'ai pas l'air gai, mais vous savez, ça ne fait pas mal, hein.